Bienvenue donc dans cette vidéo du chapitre Devenir homme ou femme capable de transmettre la vie avec cette fois le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Nous sommes toujours donc dans cette problématique, comment expliquer qu'à partir de la puberté un individu puisse transmettre la vie. Nous en sommes donc à cette dernière partie, connaître les organes qui forment l'appareil reproducteur de la femme et le rôle de chacun. Souvenez-vous, dans la première partie du chapitre, nous avions vu que on pouvait déterminer le sexe de l'enfant à la naissance grâce au caractère sexuel primaire et qu'à la puberté, donc, apparaissaient des transformations au niveau du corps qui allaient masculiniser les garçons, féminiser le corps de la femme. C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Ça nous amenait aussi à devenir des adultes matures sexuellement. Nous avions vu aussi que toute cette cascade de transformation était déclenchée par le fonctionnement d'une petite glande dans le cerveau qu'on appelle l'hypophyse. Donc ce contrôle hormonal de l'hypophyse sur les testicules et sur les ovaires amène à deux choses, l'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté et puis ensuite au contrôle du fonctionnement des organes reproducteurs pendant toute la vie de l'individu. Nous avons vu aussi dans la vidéo juste avant celle-ci que les garçons, donc l'appareil reproducteur de l'homme, était constitué de différents organes dont certains étaient évidemment en position externe, dont l'organe d'accouplement. Et puis nous avions vu que le testicule, c'est-à-dire les testicules, pardon, les organes reproducteurs, donc les gonades, avaient une production continue de spermatozoïdes. D'accord, et qu'il n'y avait pas donc d'andropause. La production de spermatozoïdes se fait donc de la puberté jusqu'à la mort, et il y a à peu près 200 millions de spermatozoïdes fabriqués par jour. Les spermatozoïdes sont libérés donc dans ce qu'on appelle le sperme, c'est-à-dire ils sont mélangés à un liquide produit par les vésicules séminales et la prostate. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc le fonctionnement de cet appareil reproducteur féminin. Donc vous allez donc copier ce schéma, ces titres, coller le schéma que vous avez donc dans les pièces jointes. Alors, ce schéma est en vue latérale gauche. Donc nous avons ici donc la face ventrale de la femme, ici donc la face dorsale de l'individu. On reconnaît ici la colonne vertébrale, l'intestin, donc l'appareil excréteur, et en amont, donc l'appareil urinaire. L'intestin et la vessie, donc les deux ne font absolument pas partie de l'appareil reproducteur. Ce qui est déjà très différent de l'appareil masculin, c'est qu'on a vraiment une séparation entre l'appareil urinaire ici et l'appareil reproducteur qui est juste derrière. Donc d'avant en arrière, de la face ventrale à la face dorsale, on a donc trois orifices, l'orifice urinaire, l'orifice génital et l'orifice excréteur. D'accord, donc on a bien une séparation entre les produits d'excrétion et puis la partie qui va permettre d'accueillir l'organe d'accouplement et ensuite qui va permettre au fœtus, arrivé à terme, de sortir du corps de la femme. Alors, de l'extérieur vers l'intérieur, déjà, nous voyons que l'appareil, l'accès à l'orifice reproducteur, c'est-à-dire à l'entrée du vagin, l'orifice génital, eh bien, est protégé par ce qu'on appelle la vulve, qui est une série de deux lèvres, les grandes lèvres et les petites lèvres. Alors, cette vulve protège aussi un organe qu'on appelle le clitoris, qui est en avant, d'accord, ici, de l'appareil, donc urinaire, il est là. Ensuite, nous avons l'entrée donc du vagin, c'est-à-dire l'orifice reproducteur qui est là, l'orifice donc génital. Le vagin est un tube dans lequel, entre guillemets, un tube souple avec une muqueuse donc très vascularisée aussi, et ça c'est ce qui va accueillir l'organe d'accouplement. Suite au vagin, nous avons donc l'utérus qui est l'organe de gestation. Cet utérus donc a un lien. Alors l'entrée de l'utérus, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le col de l'utérus, il est ici. Pour les jeunes filles qui seront ensuite plus tard des femmes qui donneront la vie, eh bien vous avez donc un indice sur l'ouverture de ce col de l'utérus. Plus il est ouvert et effacé, on verra ce que ça veut dire un peu plus tard dans les vidéos, dans le chapitre suivant, eh bien plus on approche du terme, d'accord, voire de l'accouchement. Alors, cet utérus communique ensuite et va vers les ovaires via la trompe utérine, d'accord. Cette trompe utérine se termine par un pavillon, donc vous voyez ici, d'accord, la trompe utérine. Ensuite, vous avez le pavillon qui est là, d'accord, ici. Et enfin, tout ça aboutit à l'ovaire, qui est véritablement donc l'organe reproducteur qui va contenir les futurs ovules. Donc nous avons un organe pair, c'est-à-dire il y a deux ovaires. Un utérus, un vagin, un utérus, mais
2 ovaires. Donc on récapitule, l'appareil reproducteur féminin est fait donc du vagin, ici, qui accueille donc l'organe d'accouplement de l'homme. Les spermatozoïdes seront déposés donc au fond du vagin. Ensuite, vous avez un organe qui est en rose pâle dans mon schéma, qui est tout simplement donc l'utérus. J'en dessine le contour ici. Donc moi je n'ai que du violet, hein, je suis désolée, j'ai pas d'autre couleur. Donc j'en dessine le contour ici. Mettez bien une couleur par organe. Et oui, donc l'utérus est un organe qui est creux, hein, il va pouvoir accueillir donc le futur embryon. Et oui, que ce qui est en pointillé entre le trait que je dessine et ce qui est en pointillé, c'est la muqueuse utérine, on verra son importance tout à l'heure. Et puis, donc cet utérus va communiquer avec l'ovaire via donc des trompes utérines qui sont des voies génitales. Donc, vous en avez une ici. Et cette trompe utérine se termine par un pavillon qui va entourer, sans le toucher, hein, l'ovaire. Donc vous voyez que c'est un organe pair, on a exactement la même chose de l'autre côté. Ça donc c'est le schéma de l'appareil reproducteur féminin. En vue latérale gauche, on voit tout de suite que par rapport à l'appareil masculin, il est en position interne. Cette fois, vous l'avez en vue 3D légèrement donc de face pour vous rendre compte vraiment de la taille de l'organe. Vous avez le bassin donc, qui est visible en transparence donc derrière. Et c'est juste pour information. Donc là, vous ne prenez pas, vous n'avez pas ce schéma pour votre cours, mais c'est juste pour vous, pour savoir exactement quelle est la taille de votre appareil reproducteur et comment il est disposé. Alors on voit très bien ici donc les lèvres. Ensuite, on voit le clitoris qui est vraiment un organe extrêmement grand finalement parce qu'on imagine et qui joue un rôle aussi dans le rapport sexuel. Hein. Ensuite, vous avez le vagin qui est là, d'accord, qui rentre et par devant, vous voyez donc cette vessie qui est en jaune avec le canal urinaire, c'est-à-dire l'urètre qui est vraiment séparé du vagin. Et vous avez donc les deux uretères qui communiquent avec les reins. Ensuite, vous avez en rose, légèrement violet, l'utérus avec ce col de l'utérus. Vous savez que l'utérus est basculé vers l'avant. C'est plus pratique vu que le fœtus va se développer dedans. C'est plus logique qu'il soit basculé vers l'avant, là où les muscles abdominaux vont pouvoir se distendre donc pour s'adapter à l'augmentation de volume du fœtus. Vous avez aussi ensuite en rose, légèrement violacé, les deux trompes utérines et les pavillons, et en bleu dans le schéma, donc l'ovaire. Voilà donc la disposition de vos organes reproducteurs et leur taille, avec des proportions donc plus réelles. Donc pour faire le bilan, vous pouvez noter dans votre cahier que l'appareil reproducteur féminin est en position interne, qu'il est formé donc de plusieurs organes. Donc d'abord les deux organes génitaux, les deux gonades, donc les ovaires, qui vont contenir les gamètes femelles, vous voyez, je ne dis pas produire, hein, qui vont contenir les gamètes femelles, c'est-à-dire les ovules. Ensuite, vous avez un vagin bleu qui est un organe d'accouplement qui va accueillir le pénis lors du rapport sexuel et qui va permettre aussi l'évacuation du fœtus. L'utérus, qui est donc l'organe de gestation, qui va permettre le développement du fœtus et son expulsion. Donc ça veut dire que si expulsion, ça veut dire contraction, ça veut dire que l'utérus est aussi fait de muscles. Et vous avez donc, pour relier l'utérus vers les ovaires, eh bien, vous avez deux trompes utérines, qu'on appelle aussi les trompes de Fallope, et deux pavillons, ce qu'on appelle les voies génitales. Ça va être à la fois les lieux de fécondation, mais aussi le lieu de migration de la cellule œuf vers l'utérus. Donc on note également, très important, que chez la femme, l'appareil reproducteur et l'appareil urinaire sont séparés. Voilà donc pour tout ce qui est anatomique, organisation. Maintenant, voyons le fonctionnement. Vous avez vu dans cet appareil qu'il y a deux organes fondamentaux. Les gonades qui vont devoir libérer la cellule à féconder, c'est-à-dire l'ovule, et puis il y a l'organe de gestation, c'est-à-dire l'utérus qui lui va devoir accueillir le fruit de la fécondation, c'est-à-dire la cellule œuf qui va évoluer en embryon et en fœtus. Donc on va s'intéresser à ces deux organes, en commençant d'abord par l'organe qui va être à l'origine des règles, c'est-à-dire l'utérus, et ensuite on va s'intéresser aux ovaires. Donc l'origine des règles, ce qu'on appelle aussi menstruation, c'est cet organe aussi de gestation. Alors, c'est l'utérus. Les règles ou menstruations se manifestent donc par un écoulement sanguin qui est émis à l'extérieur de la vulve. D'accord ? Elles n'apparaissent plus, par contre, si on retire l'utérus. Donc, il y a bel et bien un lien entre l'apparition des règles et la présence de l'utérus. Les règles durent en moyenne 5 jours, même si au début donc, de la mise en place du cycle, donc au début de votre puberté, les filles, eh bien, vous avez des règles qui peuvent durer jusqu'à 10 jours, voire un peu plus, et qui ne sont pas forcément régulières.
Alors, ça va nous permettre de parler un petit peu d'hygiène féminine et puis de voir les différents objets qu'on vous propose pour cette hygiène. Alors, il y a les classiques, donc serviettes, qui, mine de rien, quand on remonte dans l'histoire des protections féminines, sont relativement récentes. Celles que vous connaissez, avec l'aspect qu'elles ont aujourd'hui, sont relativement récentes. On les daterait des années 70, donc avec l'apparition, évidemment, aussi des tampons, dont l'origine est beaucoup plus ancienne que la serviette. D'accord? Les marques que vous connaissez aujourd'hui sont parfois pour certaines très anciennes et datent des années 20 ou des années 30. Alors évidemment, ce n'était pas le confort actuel, hein. Alors la serviette lavable et la culotte de règle, c'est un retour donc à du non jetable, donc suite à toutes ces polémiques sur les produits chimiques dans les tampons et dans les serviettes, auxquels il faut évidemment faire très attention parce qu'ils sont également très allergènes quand on parle des serviettes. Mais pour les tampons, il y a un risque aussi de, de, bah, de ne pas se changer régulièrement, aussi souvent qu'avec une serviette, et il y a un risque supplémentaire avec une mauvaise utilisation des tampons, hein. C'est pas lié au tampon lui-même, c'est le fait de ne pas s'en servir correctement et de ne pas le changer assez souvent, et il y a un risque évidemment d'infection très grave, voire de choc septique. Donc ça, on y reviendra quand on parlera d'hygiène et puberté. Alors, ces serviettes lavables, comme la cup par exemple, c'est un retour à du plus naturel, à du moins toxique, même si la cup est en plastique, donc c'est un petit peu de contradiction, mais on évite quand même la présence de produits allergènes et d'être en contact tout le temps avec des choses qui ne sont pas forcément toujours très très propres. Alors, il faut savoir que vos menstruations, si vous ne vous changez pas correctement, forcément, il va y avoir des phénomènes aussi de germes et de bactéries qui vont se développer. Alors, la cup, le point positif, c'est qu'elle est complètement invisible. Le point négatif, c'est que s'il faut vraiment s'adapter à l'utilisation de cette cup, qui est quand même assez difficile à placer, hein, à l'intérieur du vagin, et surtout, il faut les vider à peu près toutes les heures, ce qui n'est quand même pas très pratique dans une vie quotidienne. Alors, le tampon, son point positif, ses avantages, c'est qu'il est petit et discret. Le point négatif, c'est qu'il y a évidemment un système d'absorption très important, donc il y a un risque de sécheresse vaginale. On sait que les sécrétions vaginales ont un rôle très important aussi sur le bon fonctionnement et le non-développement donc de germes. Alors, le tampon est à changer toutes les 4 heures. Les serviettes hygiéniques ou périodiques sont faciles à utiliser. Bon, le point négatif, vous le savez les filles, c'est qu'il y a un gros risque de fuite si elles ne sont pas assez absorbantes. Donc il faut surtout faire très attention de les changer régulièrement, mais aussi éviter absolument les serviettes entre guillemets parfumées, c'est-à-dire qui vont absorber les odeurs soi-disant ou alors libérer des parfums. Il vaut mieux changer plus régulièrement que d'utiliser ce type de serviette. Si parfum, ça veut dire produit chimique. Voilà, présence de parfum, ça veut dire plus de produits chimiques. Si vous êtes assez courageuse, il y a les serviettes lavables aussi qui ont évidemment très peu d'allergènes et qui provoquent moins d'irritation, moins d'allergie. Bon, le point négatif, c'est que c'est lavable à la main ou en machine. On va arrêter là donc pour les détails. Ensuite, il faut prévoir donc plusieurs serviettes pour la durée des règles. C'est pas forcément facile quand on est une jeune fille et qu'on est à l'école. Les culottes de règles, bon, elles sont esthétiques et discrètes, c'est un peu le même principe que la culotte pour fuite urinaire, beaucoup plus absorbant. Il y a un lavage à la main ou à la machine. Bon, il faut prévoir évidemment plusieurs culottes pour la durée des règles. Donc ça, c'est pas forcément toujours facile. Il faut vraiment avoir une vie quotidienne qui soit adaptée à ce type d'utilisation. Alors, il faut savoir aussi qu'en dehors de gérer donc tous ces produits d'hygiène, les jeunes filles supportent aussi eh bien, un certain nombre de dépenses. Ça coûte cher aussi ces protections féminines et certaines jeunes femmes n'ont pas accès à ces protections féminines. Donc c'est quand même quelque chose quand même de relativement inquiétant de savoir qu'effectivement, eh bien, écoutez, certaines jeunes femmes n'ont pas la possibilité d'avoir des serviettes ou des tampons. Donc on y reviendra aussi quand on parlera d'hygiène et puberté. Donc ça coûte cher hein, aussi ces serviettes hygiéniques. Donc ça coûte cher pourquoi? Parce qu'il faut acheter des protections féminines, ça coûte cher parce qu'il faut aussi acheter des antidouleurs et ça coûte cher aussi parce qu'il faut régulièrement changer de sous-vêtements. C'est-à-dire que ça demande aussi de racheter des choses confortables, agréables et adaptées évidemment à la présence de serviettes. Il est évident qu'on ne va pas placer une serviette périodique sur un string. Bien. Alors, ces points étant faits, on va parler du fonctionnement de l'utérus. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le schéma de l'utérus, cette fois en vue ventrale, c'est-à-dire ce qu'on appelle vue de face. Ce schéma, vous l'avez, vous pouvez le coller dans votre cahier et donc le légender. On retrouve quoi? La vulve, qui est beaucoup plus stylisée, d'accord? Donc on voit moins les deux lèvres dans ce schéma-là. Ce qui nous intéresse, donc, c'est surtout la position de l'utérus et les transformations qui vont se passer à la fois dans les ovaires, mais aussi dans l'utérus, pour bien comprendre que ces deux groupes d'organes, ces deux organes doivent fonctionner en même temps de façon synchrone ou synchronisée, comme vous voulez. Alors on retrouve le vagin ici, donc l'organe qui va accueillir l'organe d'accouplement. Le col de l'utérus, donc on dit qu'il est effacé lorsqu'il est beaucoup plus court et lorsqu'évidemment l'ouverture
est un peu plus large. On verra le lien au moment de l'accouchement. Vous avez donc ensuite cet utérus. Cet organe est très intéressant, regardez bien, il est vraiment en position ventrale, dans le bas du ventre, au-dessus du pubis. Il a la taille à peu près d'une petite figue ou d'une petite poire, ça dépend si vous avez déjà enfanté ou non. Et puis, il est formé de 3 couches musculaires. D'abord, de l'extérieur vers l'intérieur, donc de l'extérieur de l'organe vers ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire la cavité. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà des muscles. Une paroi musculaire très épaisse. C'est elle qui va devoir se contracter, à la fois pour éliminer le contenu de l'utérus, c'est-à-dire les règles, et c'est elle qui va devoir se contracter, cette paroi aussi, pour éliminer quelque chose de beaucoup plus volumineux, qui sera le bébé. 3,5 kg, 3 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, voire plus pour certaines jeunes femmes qui ont fait donc l'expérience évidemment d'un bébé hors norme. Alors, cette paroi musculaire, elle est capable aussi de se relâcher au point de se distendre, donc au point de pouvoir accueillir un enfant relativement gros. Hein. Quand je dis gros, je ne veux pas dire qu'il a pris du poids, je veux dire tout simplement qu'il fait quand même 4 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg. Donc elle se déforme. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une muqueuse utérine, ce qu'on appelle un endomètre. Ça, c'est très intéressant. C'est une sorte de petite peau qui va prendre des aspects différents suivant le moment du cycle utérin. D'accord? Et puis à l'intérieur, on trouve cette cavité qui va permettre le développement du fœtus. Alors vous voyez donc, cet organe n'est pas fait n'importe comment. Hein. Chaque organisation, chaque structure est liée donc à une fonction. Alors cet utérus, vous voyez, donc va communiquer, va se diriger vers l'ovaire, donc l'organe qui va libérer l'ovule, via donc la trompe utérine et ensuite donc un pavillon. Vous avez remarqué que le pavillon ne touche pas, il ne touche absolument pas l'ovaire. Par contre, l'ovaire est fixé à l'utérus, donc par une petite peau, d'accord, des petites membranes. Alors, ce point étant fait, regardez bien comment ça fonctionne. La muqueuse utérine va prendre un aspect différent suivant le moment du cycle. Alors, on sait que les jeunes femmes vont avoir donc un cycle régulier. Donc vos règles vont revenir à peu près tous les 28 jours, d'accord, plutôt 1 plutôt que 2. Et là, on va avoir donc tous les 28 jours ce phénomène de menstruation qui va revenir régulièrement. Ce qui fait que si vous prenez un calendrier, vous pouvez noter le jour 1 de votre cycle qui sera le début des règles, et vous comptez 28 jours, et bien, aux 28 jours, ce sera à peu près le début de vos secondes règles, c'est-à-dire du cycle suivant. Donc un cycle démarre par, pour l'utérus du moins, l'apparition donc des règles. Ces règles durent à peu près 5 jours, vous l'avez ici dans le schéma, et là on voit ici l'aspect de la muqueuse utérine à la fin des règles. Qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà qu'il y a deux parties. Il y a une couche musculaire donc qui reste visiblement en place. On la voit ici, donc elle est présente au niveau de la muqueuse utérine, donc c'est la même, hein, mais aux différents moments du cycle, elle est toujours présente cette muqueuse utérine. Ce qui change, c'est cette couche superficielle de la paroi de l'utérus. Après les règles, donc presque à la fin des règles, on voit que cette muqueuse est très fine, elle est vraiment pas très épaisse, on voit qu'il y a des vaisseaux sanguins, mais elle n'a pas du tout le même aspect qu'au 23e jour. D'accord, si je me mets ici au 23e jour du cycle, donc je vois que cette muqueuse s'est vraiment beaucoup reformée, qu'elle a changé d'aspect. Elle est légèrement, comment dire, dentelée, avec pas mal de petites glandes à l'intérieur et de vaisseaux sanguins. Et puis, si je reviens ici au jour A', c'est-à-dire qu'on revient au moment des règles, eh bien qu'est-ce que je vois? Je retrouve à peu près l'aspect que j'avais au départ. Donc ma muqueuse utérine va changer d'aspect en fonction du moment du cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, à la fin des règles, au bout du 5e jour, j'ai plus qu'une couche relativement fine. Donc j'ai ma couche musculaire, donc mon myomètre, hein, myomètre, donc la couche musculaire, la paroi musculaire de l'utérus, et par-dessus j'ai une toute petite muqueuse, une muqueuse très fine. Donc regardez bien, entre le jour 5 ici et le jour 14, elle se reforme, elle est relativement épaisse, d'accord? Et puis elle continue à se former, et on voit qu'au 28e jour, eh bien, elle va se dégrader, d'accord? Elle va être à nouveau éliminée. Donc le cycle utérin, c'est un cycle dans lequel vont se succéder une production, une prolifération de muqueuses utérines, donc elle grandit, elle se reforme, elle se détruit, elle se reforme, elle se détruit, d'accord? Avec un cycle extrêmement régulier, dont la durée est de 28 jours, le premier jour du cycle étant le premier jour de vos règles. Alors, si on fait un schéma plus simple de l'évolution de cette muqueuse utérine au cours des 28 jours de cycle, voilà ce que ça donne. Là, donc, dans l'axe vertical, j'ai l'épaisseur de la muqueuse utérine, et sur l'axe horizontal, j'ai donc le temps, avec les jours du cycle menstruel. Le premier jour, rappelez-vous, c'est le début
donc de vos règles. C'est le premier jour de vos règles. L'utérus a un fonctionnement cyclique. Chaque cycle a une durée de 28 jours et il va être marqué par 3 phases. D'abord la phase menstruelle, donc c'est le début du cycle marqué, donc qui correspond au premier jour des règles. Ça correspond à l'élimination d'une partie de la muqueuse utérine. Ces menstruations durent environ 5 jours. Là je l'ai mis un peu plus loin, d'accord, j'ai trouvé un schéma dans lequel ça va jusqu'à 6 ou 7 jours. Alors évidemment c'est très variable suivant les jeunes filles. Ensuite l'utérus va passer par ce qu'on appelle une phase proliférative. On voit effectivement que la muqueuse se reforme, elle devient plus épaisse, elle devient dentelée, et cette phase proliférative, regardez bien, elle va durer jusqu'au 14e jour du cycle. On voit qu'à ce 14e jour, la muqueuse est très épaisse, elle atteint son maximum, elle est aussi très dentelée, très vascularisée, très riche aussi en glandes. Donc pendant cette phase proliférative, la muqueuse donc se reforme, elle est à son maximum de développement entre le 4e et 16e jour du cycle. On dirait qu'elle attend quelque chose, peut-être. Si rien ne vient, si rien ne s'implante, s'il n'y a pas de fœtus, s'il n'y a pas de bébé, s'il n'y a rien, regardez bien, l'utérus va passer par une phase, ce qu'on appelle sécrétoire, c'est-à-dire que la muqueuse va dégénérer jusqu'au 28e jour du cycle, regardez bien, elle va progressivement donc avoir des grandes lacunes, voilà, elle va commencer à se dégénérer, à se réduire un tout petit peu, et puis on va retourner sur un nouveau cycle où là, effectivement, elle va se dégrader. On recommence le jour 1 d'un cycle, c'est-à-dire les règles. D'accord ? Donc les règles reviennent, un nouveau cycle recommence, etc., etc. En gros, la muqueuse utérine, sur 28 jours, elle va éliminer sa muqueuse parce qu'il n'y a pas, pardon, l'utérus va éliminer sa muqueuse parce qu'il n'y a pas de bébé qui s'est implanté, il n'y a pas d'embryon d'implanté. Ça dure donc, quand sont les règles, hein, entre 5, 6, 7 jours, on va dire les 5 premiers jours du cycle en moyenne. Et ensuite, elle va passer, cette muqueuse va passer par une deuxième phase. Elle va reproliférer jusqu'au 14e jour du cycle, comme si elle attendait à ce 14e jour quelque chose. D'accord ? C'est-à-dire, elle attend en fait peut-être un ovule fécondé, une cellule œuf, un futur embryon. Et s'il n'y a rien qui arrive, eh bien, elle détruit, d'accord, cet utérus, il détruit sa muqueuse. Donc cette muqueuse va dégénérer, elle passe par une phase sécrétoire jusqu'à ce qu'on recommence un nouveau cycle. Cette muqueuse est éliminée, ensuite elle va reproliférer, attendre peut-être ce qui va s'implanter. Si rien ne vient, elle va ensuite passer par une phase sécrétoire, etc. etc. D'accord ? Donc j'espère que vous avez compris ce cycle qui est quand même relativement simple à comprendre. L'utérus se prépare à l'arrivée peut-être d'une cellule œuf, d'un embryon, d'un futur bébé. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, l'ovaire, lui, va se préparer aussi. Va se préparer à quoi? Il va se préparer à libérer un ovule, c'est-à-dire la cellule à féconder. Donc, vous voyez que ces deux organes doivent fonctionner de façon synchronisée. Il y en a un qui va se préparer à accueillir le futur embryon, c'est-à-dire le résultat de la fécondation, le résultat du développement de la fécondation, c'est-à-dire la cellule œuf. Et puis d'un autre côté, il y a l'organe, la gonade, l'organe reproducteur, qui lui va se préparer à libérer l'ovule à féconder. D'accord? Donc, on va chercher où sont ces gamètes femelles, où sont ces ovules dans l'ovaire, et on va essayer de comprendre comment fonctionne l'ovaire. Pour ça, on va observer une coupe d'ovaire de Lapine. Donc ce document, vous ne l'avez pas, hein, vous n'avez mis celui-là, vous marquez que les titres. Qu'est-ce que l'on voit? Si on fait une coupe d'ovaire de Lapine, on voit donc de nombreux vaisseaux sanguins, on voit au centre un tissu qu'on appelle la médulla, et on voit qu'il y a une sorte de tissu protecteur qu'on appelle le cortex, un tissu assez épais. À l'intérieur, on voit des petits ronds, qu'on appelle des follicules, à différents stades d'évolution. Alors, si on fait un agrandissement donc, de cette zone, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je retrouve mes vaisseaux sanguins ici, et je vois différents follicules. Un follicule, c'est quoi? C'est une sorte d'élément assez gros, dans lequel je vois une petite cellule. Je fais le cytoplasme avec à l'intérieur donc son noyau. Là, c'est pareil, je vois cette cellule avec son noyau et autour un petit élément un peu plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien donc à l'écran. Alors, un gros follicule visiblement est plus petit qu'1 millimètre. Bon, voyons ce que sont ces follicules. Si je fais un agrandissement d'un des petits follicules, je n'ai pas pris les plus petits, hein, on a ce qu'on appelle un follicule secondaire ici. Hein. Alors un follicule secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système qui va permettre d'évacuer un ovocyte. C'est-à-dire l'ovocyte, c'est un ovule immature. Alors l'ovocyte, vous l'avez ici, c'est tout ça. Donc c'est la petite cellule blanche que je voyais tout à l'heure. J'ai donc la membrane plasmique de l'ovocyte, donc d'un ovule qui n'est pas encore mûr. Hein. Donc ça c'est la membrane plasmique. J'ai à l'intérieur évidemment le cytoplasme, c'est une cellule, et puis à l'intérieur donc le noyau. On verra en troisième ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur de ce noyau. Et puis donc cet ovocyte ne peut pas sortir tout seul de l'ovaire. Et pourtant il va falloir qu'il sorte à un moment donné. Alors à votre avis, à quel
moment du cycle, c'est-à-dire entre le jour 1 et le jour 28, par rapport à ce que vous avez vu dans l'utérus, est-ce que cet ovocyte doit sortir, lorsqu'il sera mûr et qu'il sera un ovule, à quel moment est-ce qu'il va devoir sortir? Essayez de réfléchir. Jour 1 à 5, c'est les règles. Jour 14 à 16, la muqueuse est très épaisse, la muqueuse utérine est très épaisse, on dirait qu'elle attend quelque chose. Et ensuite, au jour 28, eh bien, elle redégénère. Eh bien, si vous réfléchissez bien, je vous laisse quelques minutes, eh bien, c'est au jour 14. Entre le 14 et le 16e jour, on sait que la muqueuse utérine est très épaisse. Donc, c'est qu'elle attend effectivement l'arrivée de l'ovule. Alors, il faut expulser cet ovule. Donc, comment on fait? Eh bien, on va entourer cet ovule de nombreuses petites cellules qu'on appelle des cellules folliculaires. D'accord? Ces cellules folliculaires, elles vont d'abord être peu nombreuses. Donc, on va dire qu'on a affaire à un follicule primaire. Puis ensuite, elles vont se multiplier. Regardez, là, on a plusieurs couches de cellules. Vous le voyez ici au microscope électronique à balayage. Vous avez vu le petit ovocyte, donc le futur ovule qui est encore immature ici. On a plusieurs couches donc, de cellules folliculaires qui sont en bleu. Et puis on a ce qu'on appelle une sorte de peau autour, hein, ce qu'on appelle deux couches de teck qui vont protéger, donc isoler chaque follicule. Alors, entre les cellules folliculaires et l'ovule, on a une petite zone qu'on appelle la zone pellucide. D'accord? Et là, donc, vous avez les différentes tecs qui sont en formation. Ok? Alors, ce follicule est encore immature, et puis mon petit ovule aussi. Donc, ça va grandir tout ça. Les différentes cellules folliculaires qui sont de plus en plus petites ici, on a du mal à les voir, donc ça forme ce qu'on appelle la granulosa, parce que vu au microscope, on a l'impression que c'est quelque chose de très granuleux, eh bien, vont libérer un liquide. D'accord, là on a encore quelques cellules folliculaires qui sont autour de l'ovule. Vous voyez l'ovule avec sa membrane plasmique, son cytoplasme, et puis ici, donc son noyau. Et là on a ce qu'on appelle la zone pellucide, c'est-à-dire l'espace entre l'ovule que je dessine ici, et puis donc toutes les cellules folliculaires qui vont entourer l'ovule. Donc il y a une partie des cellules folliculaires qui vont rester avec l'ovule au moment de sa sortie. Là on a le bord de l'ovaire. Alors vous voyez donc que ce follicule, donc je dessine le contour ici, excusez-moi, je dessine à la souris, hein, c'est pas toujours facile, je fais ce que je peux. Donc ce follicule est vraiment énorme. Alors vous voyez qu'il est rempli de liquide et sous l'effet de la pression, en fait, ce liquide va appuyer sur le bord de l'ovaire qui est là. Donc cet espace va s'affiner, cette membrane va s'affiner. Et au bout d'un moment, sous l'effet de la pression, tout cet ensemble, c'est-à-dire le futur ovule et donc les petites cellules folliculaires, vont être éjectés à l'extérieur. Donc un follicule, c'est un moyen d'attendre que l'ovule mature à l'intérieur, et puis surtout c'est un moyen d'évacuation de cet ovule. En schéma, voilà ce que ça donne. Un follicule mûr, c'est ce qu'on appelle un follicule de De Graaf, du nom donc, du scientifique qui l'a observé. On voit bien donc cet ovocyte, donc cet futur ovule avec son noyau, son cytoplasme et sa membrane plasmique qui est là. Excusez-moi, oh j'ai oublié la membrane plasmique, vous la rajouterez. Je pense que je fais un petit M, un petit P, membrane plasmique ici. D'accord, donc tout ça, c'est le futur ovule. On voit quelques cellules folliculaires très stylisées autour de l'ovule. Et puis on voit donc ce liquide qui forme la cavité qu'on appelle aussi l'antrome. Ensuite on retrouve les autres cellules folliculaires, c'est-à-dire qu'on appelle la granulosa, et puis donc les deux tecs, tec interne, tec externe. Donc les ovocytes, les futurs ovules, sont stockés dans les ovaires à l'intérieur de follicules qui vont mûrir. Un follicule mûr, prêt à libérer un ovule, est un follicule de De Graaf. Donc en quatrième, on parle d'ovule. Je vous mets le mot ovocyte parce que comme on ne se voit pas en classe, j'aimerais que vous ayez aussi un peu de vocabulaire, donc aussi peut-être pour la suite. Donc ovule, ovocyte, on fera donc la nuance quand vous serez, vous ferez la nuance quand vous serez au lycée. En schéma plus gros, plus stylisé, donc je remets ça dans le contexte de l'ovaire. Je vois donc mes petits follicules ici, donc vous en avez plusieurs, 2, 3, 4, 5, donc follicules donc qui sont tout petits, il n'y a qu'une seule couche de cellules, vous pouvez voir il n'y en a pas du tout, donc c'est vraiment des petits ovocytes. Là je commence à voir mes petits follicules primaires, je vois qu'il n'y a qu'une couche de cellules. Les follicules secondaires, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure en image, avec l'image au microscope électronique à balayage avec plusieurs couches de cellules folliculaires. Là, je vois ce qu'on appelle un follicule cavitaire, donc là aussi, parce que je commence à avoir du liquide, on voit l'antrome, hein, c'est-à-dire ce liquide produit par les cellules folliculaires. Et là, j'ai mon follicule, donc, de De Graaf. Donc, c'est lui qui va exercer une pression sur la paroi de l'ovaire. Et sous l'effet de la pression, comme vous le voyez ici, regardez bien, l'ovule va être libéré. Regardez bien cette animation. Et là, vous avez donc le pavillon. Regardez bien le follicule de Graaf fait, sous l'effet de la pression, éclater, d'accord, la paroi de l'ovaire, et l'ovule entouré de ces petites cellules folliculaires, donc est capté par les pavillons donc de la trompe. Donc voilà l'ovocyte ou ovule qui est libéré. À la place donc de ce follicule qui vient de libérer
l'ovocyte, eh bien, j'ai ce qu'on appelle un élément qu'on appelle le corps jaune. Ce corps jaune a un rôle très important, on le verra tout à l'heure. Tout est important dans un ovaire. Donc le follicule de De Graaf est rempli de liquide, il expulse l'ovule sous l'effet de la pression qu'il exerce sur la paroi de l'ovaire. Là, vous avez donc deux images assez anciennes de photographies prises au microscope électronique, au microscope optique, pardon. Et donc on voit effectivement cet ovule ici, d'accord, qui sort donc de l'ovaire avec autour donc des cellules folliculaires. Donc ça forme cet ensemble qui est là. La même chose, on repère bien l'ovule ici avec donc toutes ces cellules folliculaires qui sont autour. Et on voit donc tout ça, évidemment, il est libéré dans en même temps que du liquide. C'est un peu comme quand vous appuyez sur un grain de raisin et que les pépins sortent avec la pulpe et un petit peu de liquide. C'est exactement le même principe. Donc ce phénomène s'appelle l'ovulation. Donc là, je vais essayer de reproduire les phases par lesquelles vont passer l'ovaire, les éléments qui sont dans l'ovaire. On voit que l'ovaire, contrairement aux testicules, ne produit pas, ne fabrique pas d'ovules. Il a un stock déjà, mais ce stock est déjà présent dans vos ovaires, mesdemoiselles, lorsque vous êtes encore un bébé dans le ventre de la maman, c'est-à-dire au stade de fœtus. Et au moment de la puberté, ces petits ovocytes vont mûrir à l'intérieur des follicules, donc de leur système d'expulsion. Alors, tout au cours du cycle, qui dure aussi 28 jours, donc on a le jour 1 ici et là le jour 28, donc ce cycle ovarien a la même durée que le cycle utérin, puisqu'ils doivent vraiment être synchrones, eh bien on a une phase qu'on appelle une phase folliculaire, au cours de laquelle eh bien, l'ovocyte va être entouré de cellules folliculaires et donc de son système d'expulsion. Ici, rappelez-vous, c'est le follicule donc, de De Graaf, DG, follicule de De Graaf, follicule donc mature. Ce qui est intéressant, c'est que ces follicules vont aussi produire des œstrogènes. D'accord, l'ovaire est l'organe qui produit les hormones sexuelles, donc il va fabriquer des œstrogènes. Et puis, au 14e jour du cycle, eh bien, on va avoir l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovule à l'intérieur. Ça va être libéré dans la cavité abdominale et va être capté par le pavillon de la trompe. Cet ovule va vivre entre 24 et 48 heures, donc il va être présent entre le 14e et le 16e jour du cycle. Si cet ovule, l'ovule est capté, donc il va donc dans la trompe utérine, ensuite vous avez donc ce follicule qui va devenir ce qu'on appelle un corps jaune. Ici, ce corps jaune ensuite va passer par ce qu'on appelle une phase lutéale. Donc après l'ovulation, ce follicule eh bien, devient un corps jaune qui va aussi sécréter des choses, sécréter l'autre hormone sexuelle, d'accord, féminine, qui est la progestérone. Progestérone dont on se prépare à la gestation. Donc ça veut dire qu'on informe aussi l'utérus que ça y est, il est là. D'accord, l'ovule a été libéré. Donc l'ovaire a aussi un fonctionnement cyclique. Chaque cycle a aussi une durée de 28 jours et il est aussi marqué par 3 phases. Donc la phase folliculaire, c'est le début du cycle. Donc ça correspond au niveau de l'utérus, ça débute en même temps que les règles. Les ovocytes mûrissent dans leur follicule. Le follicule de De Graaf est prêt à expulser l'ovule. L'ovulation, c'est le moment, donc c'est entre le 14, donc c'est au 14e jour du cycle à peu près, si votre cycle est de 28 jours, l'ovule est expulsé, il va dans le pavillon de la trompe, donc cet ovule va vivre entre 24 et 48 heures, donc il va être présent entre le 14e et 16e jour. Et puis enfin la phase lutéale, le follicule qui a expulsé l'ovule devient un corps jaune qui va fabriquer cette progestérone. Donc, vous voyez que l'ovaire fait ce qu'il a à faire pendant ce temps-là, c'est-à-dire libérer cet ovule et puis aussi s'occuper des hormones sexuelles. Si je mets en parallèle le cycle ovarien, ici, et le cycle utérin, en dessous, j'ai donc les cycles sexuels féminins. J'ai donc deux organes qui doivent fonctionner en même temps. Donc, j'ai à la fois le jour 1 jusqu'au jour 5, qui est la phase menstruelle, pendant que la muqueuse utérine est évacuée ici, donc au moment des règles, eh bien, j'ai mon ovaire qui passe par sa phase folliculaire et qui, lui, se prépare à libérer l'ovule. D'accord ? Pendant ce temps-là, alors que les follicules sont en train de mûrir, eh bien, ma muqueuse utérine prolifère jusqu'à ce qu'elle arrive à peu près au 14e jour du cycle, à son maximum de développement. 14e jour du cycle, attention, on est bel et bien ici, c'est le 14e jour du cycle. L'ovule est libéré, il va être présent donc pendant ces 2 jours, du 14e au 16e jour. Vous voyez que c'est au moment de l'ovulation que la muqueuse utérine est à son maximum de développement. D'accord? Donc on est bien entre le 14e et le 16e jour. Alors si l'ovule n'est pas fécondé et qu'il dégénère et qu'il n'y a pas de bébé à porter, eh bien, à accueillir, eh bien, l'utérus va passer par sa phase sécrétoire et donc eh bien, on voit très bien que la muqueuse dégénère jusqu'au 28e jour. On va retourner à un nouveau cycle avec les règles. Pendant ce temps-là, eh bien, le follicule est devenu un corps jaune qui va ensuite évoluer en ce qu'on appelle un corps blanc. J'espère que vous avez compris. Alors, vous voyez que par-dessus, j'ai une espèce de zone
en jaune, un peu plus pâle ici, d'accord? C'est ce qu'on appelle la période ici féconde. Donc période féconde, je mets PF, notez bien, période féconde. Pourquoi? Parce que mon ovule va vivre entre 24 et 48 heures. Donc il sera présent là où j'avais mis ma petite flèche. L'ovule est là. Il attend quoi? Il attend d'être fécondé par un spermatozoïde. Sauf que les spermatozoïdes, eux, vivent entre 3 et 5 jours dans la muqueuse utérine. Donc si j'ai un rapport sexuel 5 jours avant l'arrivée de l'ovule, donc je compte entre le 14e et le 9e jour, si j'ai un rapport sexuel pendant cette période-là, et qu'il y a des spermatozoïdes, ils vont survivre. D'accord? Donc ils vont survivre là, et ils peuvent très bien rencontrer l'ovule. Ok? D'accord? Si j'ai un rapport sexuel ensuite ici, forcément aussi je risque de tomber enceinte. Ou au contraire, je suis contente, je pourrais tomber enceinte, ça dépend comment on voit les choses. Donc ça vous donne une période de fécondation entre le 9e et à peu près donc le 16e jour. D'accord? Ce sera donc la période de fécondation ici, si vous avez un cycle de 28. Alors on va mettre tout ça sur un autre schéma plus simple, on parle de cycle, donc forcément voilà donc ce cycle particulier, hein, d'accord, cycle féminin, ok, ce cycle féminin vous l'avez ici. Alors je remets donc le premier jour des règles qui est le premier jour des menstruations, donc menstruation veut dire règles, alors je les ai mises un peu plus loin parce que pour certaines d'entre vous à votre âge ça va jusqu'au 7e jour, hein. Donc tout ça sont des chiffres évidemment moyennes. Alors, j'ai aussi mon ovulation qui intervient, donc j'ai mis au 13, mais ça peut aller jusqu'au 16e jour, donc je peux rajouter ici que effectivement mon ovulation peut se poursuivre jusqu'au, qu'est-ce qui me fait mener en jaune, jusqu'au 16e jour ici, d'accord, une met de couleur, voilà. Donc certaines jeunes filles ont des ovulations un peu plus précoces, vous pouvez colorier jusqu'au 16e jour pour caler sur le schéma tout à l'heure. Évidemment, dans les schémas que vous allez trouver sur internet, il y aura toujours des petites nuances, hein. Voilà, on est bien dans des moyennes. Donc mon ovulation peut intervenir là. Je peux renoter aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure la période féconde, qui était entre le 16e et le 9e jour. Donc ça, c'est la période féconde. Vous pouvez le mettre en légende. Hein. Ici, vous mettre un petit rectangle et vous mettez donc la période féconde. Attention, je vais tenter d'écrire. Donc je mets F. PF, vous écrivez bien dans votre cahier période féconde. C'est la période pendant laquelle je peux tomber enceinte, puisque si j'ai un rapport sexuel ici, d'accord, qu'il y a des spermatozoïdes, ils vont survivre. D'accord, entre 3 et 5 jours, ils peuvent très bien rencontrer l'ovule. Évidemment, si j'ai un rapport sexuel pendant la période qui est en rose ou en violet, c'est évident que je peux tomber enceinte. Je vous ai remis aussi donc le cycle ici ovarien, d'accord, avec les follicules qui mûrissent, les follicules de 2 graphes, hein, qui est ici donc à peu près, qui commence à mûrir, commence à être vraiment visible au 9e jour du cycle, et puis l'expulsion, donc là ici vous avez la fécondation, très important, pardon, là où je dis une bêtise, l'ovulation, pardon, ici donc au 14e jour à peu près du cycle, mais qui peut intervenir au 13e ou au 15e. Il y a toujours des petites nuances. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. La muqueuse utérine élimine l'utérus élimine sa muqueuse utérine parce qu'il n'y a pas de bébé à accueillir. Donc ce sont les menstruations. Ensuite, lui, pendant ce temps-là, il passe par une phase donc sécrétoire au cours de laquelle cet utérus va refabriquer sa muqueuse utérine jusqu'à ce qu'elle soit très épaisse. Elle l'est au maximum entre le 14e et le 16e. C'est au moment où l'ovule est libéré. Bon, s'il n'y a pas de fécondation à ce moment-là, eh bien écoutez, l'utérus va passer par une phase où il va, comment dire, éliminer, donc dégrader, donc phase sécrétoire où il va dégrader donc sa muqueuse jusque aux menstruations, c'est-à-dire au premier jour du cycle suivant. Pendant ce temps-là, eh bien l'ovaire, lui, son rôle, c'est de faire mûrir donc des follicules de manière à ce que l'ovule soit prêt et présent au 14e et qu'il puisse ensuite s'implanter. Donc chacun des organes doit fonctionner de façon synchronisée avec l'autre. Alors pour faire le bilan sur ces cycles sexuels, eh bien, les ovaires et l'utérus ont un fonctionnement cyclique et synchrone. L'objectif est d'accueillir un éventuel embryon en cas de fécondation de l'ovule par un seul spermatozoïde, ça suffit. L'ovaire communique avec l'utérus grâce aux hormones sexuelles, donc œstrogènes produits par les follicules, progestérone fabriquée par le corps jaune. La libération d'un ovule par les ovaires s'effectue donc de la puberté jusqu'à la ménopause. Le fonctionnement ovarien, d'accord, est vraiment limité dans le temps. C'est vraiment de la puberté jusqu'à la ménopause, contrairement à l'homme où il n'y avait pas d'andropause. La ménopause est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de la libération des ovules par les ovaires et donc par l'arrêt des règles. S'il n'y a plus d'hormones sexuelles fabriquées par les follicules à l'intérieur des ovaires et par le corps jaune, forcément, ça a un impact sur l'utérus. L'utérus va comprendre tout de suite que c'est fini, il n'y aura plus rien à accueillir. Donc, ça commence par l'arrêt du fonctionnement des ovaires
et ensuite il y a un impact sur le fonctionnement de l'utérus. Donc ces deux organes vraiment travaillent ensemble, il y a une communication hormonale très forte, une communication chimique entre les deux. Bien, j'espère que vous avez bien compris. D'accord. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais sur cette partie-là. Maintenant, il y a une autre partie de cours que j'aimerais qu'on voit, c'est vraiment qu'on fasse une différence entre les deux gamètes. Vous avez d'un côté des cellules sexuelles qui donc sont très petites, vous l'avez ici, donc qui ont une moyenne, on voit pas très bien le flagelle, je vais le dessiner beaucoup plus long que ce que vous imaginez dans le schéma. Donc là j'ai la tête, on ne voit pas très bien la pièce intermédiaire dans le document. Mais globalement, ça a une longueur entre 30 et 70, voire 80 micromètres. Un spermatozoïde il fait 3 parties, donc une tête qui a aussi donc son noyau, c'est aussi une cellule, hein. Il y a un cytoplasme, il y a une membrane plasmique, hein. Il y a évidemment à l'intérieur aussi un système pour se déplacer, une sorte de moteur, c'est la pièce intermédiaire, un système locomoteur qui sera le phalagelle, et puis un système pour percer la barrière de l'ovule qu'on appelle l'acrosome. Et puis de l'autre côté, vous avez une cellule énorme qu'on appelle l'ovule. Là, vous voyez l'ovule, on le retrouve avec donc sa membrane plasmique en noir, son cytoplasme ici en bleu, le noyau en violet, le code couleur est le même pour les deux cellules, hein, spermatozoïdes et ovules. Autour, on voit la membrane pellucide. Vous vous rappelez cet espace qu'il y avait entre les cellules folliculaires que j'ai mises en jaune ici, qu'on aperçoit un tout petit peu donc, dans ce schéma, et puis donc l'ovule lui-même. D'accord, c'est très important cet espace, on le verra au moment de la fécondation. Eh bien, cette cellule, cet ovule, est vraiment le contraire du spermatozoïde. Elle est vraiment énorme. Elle fait à peu près 100 micromètres de diamètre. Elle est vraiment énorme, remplie de réserves. Et surtout, elle n'est pas mobile. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez ici, que vous remplissiez ce tableau, donc des différences entre l'ovule et un spermatozoïde. Donc, que vous me donniez leur taille, la production donc au cours d'une vie, la durée donc de vie de chaque cellule, le lieu de production, leur forme, leur mobilité, leur rôle, leur période de production et la nature de la production. Donc pour comparer vraiment les deux. Alors vous arrêtez la vidéo, faites votre petit exercice et puis moi après vous la remettez, moi je donne la réponse. Alors les ovules sont des cellules très très grosses, sphériques, qui font 100 micromètres de diamètre, contre un spermatozoïde qui est une cellule allongée, vous voyez très bien dans l'image ici donc de la rencontre, hein, voire peut-être d'un début de fécondation, regardez là. C'est une image que vous retrouverez dans le chapitre suivant. Et donc, au cours d'une vie, la femme ne va pas en produire, mais va en libérer à peu près 400, alors que les spermatozoïdes vont être produits par milliards. Un ovule vit entre 24 à 48 heures, donc de 1 à 2 jours, alors que les spermatozoïdes vont vivre entre 3 et 5 jours. Ils sont plus résistants. Le lieu de production, eh bien, les ovules ne sont pas produits, mais sont à l'intérieur des follicules de l'ovaire. Ils sont présents déjà, rappelez-vous, dans les ovaires avant même la naissance, alors que les spermatozoïdes sont produits dans les tubes séminifères du testicule. C'est une cellule sphérique, c'est une cellule allongée, c'est une cellule immobile, c'est une cellule mobile. Le rôle, eh bien, l'ovule c'est la cellule fécondable, le spermatozoïde c'est la cellule fécondante. Donc il va y avoir un besoin de maturité, il va vraiment acquérir ces capacités d'être fécondable, cette capacité à être fécondant. Les ovules sont libérés de la puberté à la ménopause, alors que les spermatozoïdes sont produits de la puberté jusqu'à la fin de la vie. L'ovaire a un fonctionnement cyclique, alors que le testicule a un fonctionnement continu. Voilà donc pour ce chapitre, pour cette partie du chapitre. Alors pour ceux et celles qui souhaitent avoir un lexique, je vous laisse donc peut-être copier ou non ce lexique ou l'apprendre directement depuis la vidéo. Bien, je vous remercie, c'est une vidéo assez longue, mais comme c'est un organe qui demande quand même un petit peu d'explication avec ces deux cycles, j'ai pris quand même un petit peu mon temps. Je vous remercie, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, d'accord, à me les envoyer dans Pronote. Merci beaucoup, à bientôt.